déjà dit. Dès qu'on n'est pas d'accord avec le consensus politiquement correct, on est conspirationniste. C'est la bonne excuse pour justifier n'importe quoi. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Oh my gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Oh my gosh, dude. Radio X. Bonsoir, bon vendredi, bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X, merci d'être là. J'imagine que ce soir l'émission va être extrêmement écoutée. Il y a énormément de personnes qui sont à l'antenne présentement avec tout ce qui se passe dans l'actualité. Vous avez certainement entendu parler de nous au cours des dernières heures. On y reviendra peut-être la semaine prochaine, mais pour l'instant, on va parler avec notre Christian Page national qui est là. Salut Christian. Salut Yannick. Je vais te dire une chose. Le sujet de ce soir, c'est croyants versus sceptiques. Et cette semaine, on en a eu pour notre argent avec ce pauvre homme qui a décidé de témoigner parce qu'il s'est fait faire une trachéo avec des complications là, pour ce qui est de la COVID. Oui, et les gens ont commencé à le pourchasser sur les internets, à essayer de trouver des vidéos où l'individu n'avait pas de trachéo. Et cet individu-là a été harcelé. Je me dis, mais qu'est-ce qui motive ces gens-là à vouloir tout détruire sur leur passage pour prouver leur vérité? Ouais, c'est moi-même. Tu vois, aujourd'hui, j'ai reçu des courriels justement à ce propos en me disant. On faisait justement référence à une émission de Radio X où on avait justement discuté du pouvoir en fait du média et de ce qu'on appelle le biais d'autorité. Hein. Puis je t'avais dit à un moment donné dans l'émission, j'ai dit, tu sais, si tu prends quelqu'un, par exemple, qui t'annonce un produit miracle, hein, et tu le mets en habit civil, il en parle, spontanément, le seuil de crédulité dans les pays occidentaux est à peu près de 5%. C'est-à-dire que 5% des gens vont croire n'importe quoi. Il suffit qu'on le voit à la télé, qu'on l'entende à la radio ou qu'on le voit sur les journaux. Et ça peut être n'importe quoi. C'est quelqu'un qui te présente un produit miracle ou quelqu'un qui va dire tu t'es au dépanneur et là tu vois sur la page d'un magazine un truc où on dit j'ai passé ma nuit avec Bigfoot et j'ai accouché d'un extraterrestre. Donc 5% des gens vont croire spontanément ce qu'ils voient. Évidemment, il y a des trucs qui sont plus vraisemblables que d'autres. Donc ça va augmenter dépendamment de la vraisemblance de la nouvelle. Mais au départ, tu as 5% des gens qui croient n'importe quoi. Et dans le cas, par exemple, du biais d'autorité, on sait que si on prend quelqu'un puis on veut lui faire annoncer un produit miracle, ben il suffit de lui mettre un sarrau blanc, un stéthoscope autour du cou, et voilà que le produit miracle qu'il t'annonce va recevoir non plus l'aval de 5% de la population, mais de 10, sinon de 15% de la population qui spontanément vont croire ce produit ou les qualités miracles du produit parce que la personne qui le présente a l'air crédible. Un stéthoscope autour du cou, un sarrau blanc, il doit s'agir d'un médecin. Et là, tu vois, aujourd'hui, des gens m'ont écrit en me disant « Oui, mais si tu mets un sarrau blanc à quelqu'un, tu le fais passer pour un médecin, qu'est-ce qui nous dit que si tu présentes quelqu'un qui a eu une cratéo et que cette personne-là dit qu'il a été victime du COVID-19, alors qu'est-ce qui nous dit que c'est pas pour nous faire avaler, encore une fois, la couleuvre? » Et là, tu te dis « Mais là, voyons, c'est comme n'importe quoi. » C'est parce que non seulement c'est n'importe quoi, mais imaginons une seconde, Yannick, que cet individu-là que l'on voit, ce sont des publicités qui sont produites par le gouvernement du Québec. Imaginons une seconde que cet individu-là ne soit pas celui qui prétend être. Donc que cet individu-là n'a pas souffert du COVID, il a été atteint par exemple d'un cancer du larynx, d'où son opération, tout ça. Le gouvernement perdrait, à partir du moment où on trouverait ce type-là, où on trouverait son dossier médical, le gouvernement perdrait toute crédibilité, entièrement. Donc, tu dis,
t'aurais été mieux de pas faire de publicité. Tu comprends? Ultimement, entre deux mots, fais pas de publicité plutôt que de mettre un comédien qui fait croire qu'il y a eu le COVID. Ouais. Alors, tu dis, c'est comme une absurdité qui est comme désarmante. Et le pauvre monsieur, ben effectivement, s'il est poursuivi de cette manière-là par des théoriciens du complot qui veulent absolument démontrer que non, il n'y a pas de COVID-19, ben là, évidemment, et c'est toujours dans cette catégorie-là des théories du complot, c'est toujours une fuite en avant. C'est-à-dire que même si on trouve l'individu et que le type va se défendre en disant j'ai été victime du COVID-19 et voici les séquelles dont je souffre, ben les gens vont dire qu'est-ce qui nous prouve que ce type-là ne ment pas? Et là, ça se peut qu'il y en ait un plus zélé que les autres réussisse à mettre la main sur le dossier médical du monsieur en question. Et là, on va découvrir que effectivement, le type a été victime du COVID-19. Mais qu'est-ce qui nous prouve que le dossier n'est pas falsifié? Tu comprends? Donc, tu n'en finiras jamais. Les gens, à partir du moment où ils sont victimes, en fait, de ces théories du complot, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire que pour eux, c'est le seul moyen d'échapper et de justifier sa démarche, c'est la fuite en avant. J'ai été, cette semaine, je pense que c'est le comble du paroxysme de voir ça. Cet individu-là a été varlopé. Advenant le cas, puis c'est comme ça que j'ai expliqué hier à un auditeur qui m'a appelé dans le Last Call, parce que lui, il était persuadé que cet individu-là avait été payé pour mentir à la télé. Et là, il avait mentionné aussi qu'il avait fait partie d'une campagne de l'OMS pour être sur des paquets de cigarettes. Je sais pas si tu as vu ça, ces images-là passer, mais il y avait un individu qui lui ressemblait. Puis là, ils ont réussi à trouver que les gars, c'était le gars à 30 ans, puis l'autre à 50 ans. Fait que il y avait à peu près 20 ans de différence entre les deux images. Puis j'expliquais à l'auditeur, OK, j'accepte ta théorie, là, mais on va remettre ça au départ. OK, l'individu a certainement fait de l'argent avec sa première photo parce que sa photo a fait le tour du monde. La deuxième, celle où il paraît dans la publicité du gouvernement comme quoi, bon, il y a eu une trachéo due à la COVID-19. Est-ce que le gouvernement se serait intéressé à la vie de ce gars-là, à savoir qu'est-ce qu'il faisait avant, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Est-ce que le gouvernement aurait dit, ouais, pour ce qui est de ta page Facebook, ce serait bien que tu la fermes pendant une couple de semaines parce que nécessairement, il y a des gens qui vont aller vérifier à savoir si c'est vrai ton truc ou si ça ne l'est pas. T'sais, le gouvernement a quand même des moyens là, de vérifier. Pourquoi le gouvernement se lancerait là-dedans si c'est pas vrai à la base? Et l'individu semblait pas convaincu. Il est persuadé. Tu sais que dans les théories du complot, d'ailleurs, je l'avais écrit dans mon livre sur les théories du complot, c'est de voir comment les théoriciens du complot imaginent ces gens-là comme étant hyper diaboliques, hein, donc ceux qui fomentent les complots, les Illuminati, les syndicats du crime, bon, etc. À les écouter parler, ces gens-là sont des véritables génies pour réussir à manipuler le New World Order et tout le reste. Mais quand tu écoutes l'argumentaire, tu te dis, mais écoute, c'est des imbéciles. Tu comprends-tu? Si moi, j'aurais voulu assassiner JFK, j'aurais pas choisi un imbécile comme Lee Harvey Oswald qui était arrivé avec sa carabine le matin même à Baptiste où il travaillait. Tu comprends? J'aurais essayé d'imaginer quelque chose de plus sérieux. Tu sais. Et là, de coup, oui, mais c'est parce que c'est un bouc émissaire. Non, ça devient ridicule. C'est la fuite en avant. Et c'est toujours comme ça, tu sais. Je veux dire, si c'était si secret, les Illuminati, ben, on les connaîtrait même pas. Tu sais, on saurait même pas qu'ils existent, les Illuminati. Il y a comme une espèce d'aspect tout à fait ridicule, tu sais. À un moment donné, on en avait discuté de ça, les théories du complot. Je t'avais dit, écoute, si tu mets sur un terrain de golf 7 ou 8 personnes qui sont très impliquées dans la mode, par exemple, la mode féminine. Ces gens-là sont des grands designers, etc. Et on les retrouve sur un terrain de golf. Et puis, l'un d'entre eux dit à ses collègues, tu sais que il y a 2 ou 3 ans, quand il y avait eu la vague du Paisley, ben moi, il me reste encore une coupe de rouleaux de Paisley dans mes usines. Ben écoute, Yannick, je peux t'assurer que l'année prochaine, le Paisley est à la mode. Tu comprends? Ces gens-là n'ont pas besoin de créer des sociétés secrètes, des poignées de main mystérieuses, des torches puis des houlettes.
Écoute, ça, c'est une vision infantile. On voit ça à la télé. Tu sais, c'est les méchants dans Batman, les super vilains. Mais dans la réalité, c'est pas ça. C'est pas comme ça que le monde fonctionne. Et c'est souvent une vision très infantile d'imaginer des trucs comme ça. Donc, tu sais, c'est comme si le gouvernement, il est diabolique pour nous faire accroire au COVID-19, mais il n'y a pas la présence d'esprit de choisir un autre candidat qu'un gars dont la photo a déjà été ses paquets de cigarettes il y a 20 ans. Tu dis, bon, ben ok, parfait. Tu sais, on est comme désarmé devant autant de stupidité. Puis le pauvre gars, en plus, toi, certainement que t'as pas entendu parler de ça, mais il est célibataire. Puis il est sur des sites de rencontres avec une photo où il n'y a pas de trachéo. OK. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Non, c'est comme, voilà, tu sais, c'est comme, continuellement, c'est... On sait bien. Je sais pas quoi dire, tu sais, c'est comme... à un moment donné, on est un peu comme désarmé par rapport à ça. Puis, c'est ça, j'ai remarqué ta petite introduction, tu as fait une citation justement à propos des théories du complot. Oui. J'imagine que tu es inspiré. Avec tout ce qui se passe, là, c'est incroyable. Ouais. Mais Christian, je vais te poser juste une question, OK? Puis je sais que tu es toujours franc avec moi, puis j'adore travailler avec toi parce que tu me donnes souvent l'heure juste. Est-ce que tout ce qui nous arrive là présentement avec la COVID-19, de voir qu'il y a autant de gens qui embarquent dans ces fameuses théories du complot, est-ce que c'est parce qu'on est dans un moment où on est un petit peu plus faible qu'à l'habitude au niveau du moral, où on essaie de trouver un sens à tout ça, puis pourquoi le gouvernement fait ci, pourquoi le gouvernement fait ça? D'abord, il y a 3 éléments qu'on doit retenir dans la situation actuelle. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir que le mouvement conspirationniste, notamment en ce qui concerne le COVID-19, c'est un mouvement qui demeure marginal. Bon, entendons-nous, ces gens-là sont omniprésents sur les médias sociaux, ils font beaucoup de bruit, ils manifestent dans les rues. Moi, encore aujourd'hui, j'ai reçu un courriel, un type a simplement dit « Ta carrière achève très bientôt. » Oh, mais écoute, je suis bouleversé. mais tu dis, bon, écoute, ça reste un milieu très marginal, mais c'est vrai qu'ils sont omniprésents et ils font beaucoup de bruit, ce qui nous donne l'impression qu'ils sont plus importants qu'ils ne le sont en réalité. Mais c'est vrai que, généralement, dans les théories du complot, on parle d'une moyenne d'adhérents qui va de 10 à 15%. Certaines théories du complot, par exemple, est-ce que le président Kennedy a pu être assassiné par des syndicats du crime? Tu comprends que c'est plus vraisemblable de croire à ça que de croire à la Terre plate. Donc, on a une moyenne de gens qui vont adhérer à des théories du complot qui oscillent entre 10 et 15%. Dans le cas du COVID-19, puis on en a parlé au cours des dernières semaines, parce qu'on a eu plusieurs chiffres sur des statistiques qui sont sorties, et si on prend essentiellement des chiffres sortis au Québec par l'Institut de santé publique, on parle à peu près de 23% des gens au Québec qui vont adhérer à des théories du complot. C'est important. Beaucoup plus important que ça l'est d'habitude, hein? Entre 10 et 15%, et là on vient de passer à 23%, c'est quand même pratiquement le double où des gens adhèrent à des théories du complot qui concernent le COVID-19. Bon, comment on explique ça? Ben, je suis pas sociologue, mais je peux faire une analyse assez simple par rapport à ce que je connais des théories du complot et des mécanismes qui sont mis en place et de mes études sur les théories du complot, parce que je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai rencontré des sociologues, des psychologues qui m'ont expliqué un peu tous les mécanismes qui gèrent ça. Et pourquoi on a cette augmentation? Ben, d'abord, dans un premier temps, et là, au risque de me répéter, le COVID-19 nous touche tous personnellement. Les tours du World Trade Center, même si elles ont alimenté beaucoup de théories du complot, à moins que tu aies eu des gens que tu connaissais qui sont décédés dans la catastrophe du World Trade Center, c'est un complot qui nous apparaît un peu éloigné de notre réalité. Hein? J'ai pas des gens que je connaissais qui sont morts là. J'ai vu les images à la télé, elles sont bouleversantes sur le plan social, humain, de la communauté, c'est épouvantable, mais je suis pas directement touché par le World Trade Center, à moins bien sûr que tu sois un individu qui prenne l'avion toutes les semaines, puis bon, avec toutes les mesures de sécurité que ça a entraîné, mais ça demeure quelque chose d'éloigné. C'est un peu la même chose avec nous ne sommes pas allés sur la Lune, les Illuminati qui gouvernent le monde, le New World Order. Mais lorsque l'on parle du COVID-19, là, on est tous touchés par cette histoire-là. Qu'on le veuille ou non. Mais quand tu vas sortir de la station ce soir, Yannick, et tu vas aller au dépanneur, tu devras, s'il y a beaucoup de gens au dépanneur, tu devras faire la file ou tu devras porter ton masque, oui. Que tu le veuilles ou non.
Tu comprends? Ça, c'est une réalité qui nous touche. Et bien sûr, comme elle nous touche, les gens sont beaucoup plus sensibles et ils ont l'impression, bien sûr, qu'on brime leurs droits. Et c'est tout à fait normal. Et ensuite, quand on regarde l'aspect de tout ça, bien, on a dans un premier temps le fait qu'on brime nos droits, mais en même temps, les gens ont le besoin d'adhérer à des théories du complot pour essayer de justifier le pourquoi du. Donc, on ne veut pas que ce soit, si tu te demandes aux gens, mais le COVID-19, c'est quoi? C'est arrivé fortuitement, tu comprends? C'est une maladie comme, pourquoi j'ai pogné le cancer? Ben, t'as pogné le cancer parce que t'as pogné le cancer, c'est fortuit. Mais il y a beaucoup de gens sont incapables de se limiter à cette réponse que c'est fortuit. Il faut qu'il y ait quelqu'un derrière ça. Et ce quelqu'un, bien sûr, ça va être ceux qui sont les responsables de la situation dans laquelle tu te trouves. Ben, d'abord, c'est l'Organisation mondiale de la santé, ensuite c'est le gouvernement Legault, après c'est Monsieur Arruda. On aime diaboliser des gens parce qu'ils deviennent un peu les symptômes ou les symboles de notre situation. Et il faut pas se le cacher, le fait qu'il y a eu cet aspect, ce phénomène de confinement qui demeure encore présent, hein? Même si on a ouvert les portes, les gens peuvent se fréquenter, on n'a pas retrouvé cette liberté de mouvement qu'on avait l'été dernier. Donc, les gens restent à la maison et comme ils sont un peu frustrés de la situation dans laquelle ils se trouvent, ben, ils vont sur Internet et comme je t'ai mentionné, ben, les réseaux sociaux sont très importants pour les théoriciens du complot. Donc, ces gens-là sont omniprésents, beaucoup de visibilité, les gens vont se retrouver là-dedans. Et il y a des mécanismes. Le cerveau humain, il fonctionne, le mien, comme le tien, comme celui de tout le monde, fonctionne exactement de la même façon. On est tous un peu, quelque part, victimes de nos biais de confirmation. Donc, si moi, j'ouvre mon ordinateur, je m'en vais sur Internet, et là, je pars avec le principe que le COVID-19 n'existe pas, que je suis manipulé par les autorités en place, bien sûr, je vais aller m'alimenter à des sources qui vont exactement dire ça. Et au fur et à mesure où je vais lire le message, je vais me réconforter en fait dans mes croyances en me disant je ne suis pas le seul, j'appartiens à une communauté qui pense exactement de la même façon. Et là, on s'embrigade peu à peu dans tous ces mécanismes des théories du complot. Mais j'ose espérer, Yannick, qu'à partir du moment où on va, parce que ça durera pas toute la vie, là, cette histoire-là de COVID-19. Là, si on regarde à travers l'histoire des pandémies, on en a connu d'autres. Là, par exemple, la grippe espagnole qui a frappé en 1918. Ouais. C'est un phénomène qui a duré à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Donc aujourd'hui, on peut supposer qu'avec les efforts qui sont mis à travers, les efforts qui sont multipliés à travers le monde par les gens du milieu médical, les spécialistes des virus et tout le reste, on peut espérer que d'ici quelques mois, on va trouver ou bien des traitements efficaces ou on va trouver un vaccin contre le COVID-19 et peu à peu, on va retrouver nos libertés comme elles étaient avant. Et peu à peu, on va voir cette courbe des théoriciens du complot aller ça va aller en baissant et puis on va retrouver notre 10 à 15% de gens qui vont continuer d'adhérer à des théories du complot. On va se le souhaiter du moins que ça aille en diminuant parce que là, l'atmosphère est pas super. Mais ma question était plus, tu sais, je regarde au niveau de la religion. Puis là, je fais de la sociologie, là, je compare pas une chose à une autre, mais au niveau de la religion, quelqu'un naît dans la religion chrétienne, catholique, au départ, on va se faire baptiser. Après ça, on oublie les églises pendant des années. Après ça, il y a des mariages, il y a des décès. On retourne sporadiquement à l'église. Puis vers la fin de notre vie, on dirait qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers la religion. Je ne sais pourquoi. Il y a autre chose aussi. Quand on regarde des documentaires sur des sectes, encore là, je ne compare pas la religion et les sectes, là, mais quand on regarde des documentaires sur les sectes, on entend souvent les ex de ces sectes-là dire « je ne savais pas où ma vie s'en allait, j'ai rencontré cet individu-là, il m'a éclairé sur certaines choses, j'ai trouvé une nouvelle famille », mais on parle souvent d'un moment de faiblesse. C'est pour ça que je faisais la corrélation entre ce qui se passe là actuellement avec la COVID-19, c'est pas le fun de vivre ça, puis on est un peu... On essaie de trouver des réponses, puis des gens qui adhèrent aux théories du complot, puis on le voit avec les réseaux sociaux. C'est nouveau pour nous, les réseaux sociaux, mais reste en vase clos dans les réseaux sociaux. On est avec des gens qui s'intéressent aux mêmes choses que nous.
On voit uniquement ce qui nous intéresse sur les réseaux sociaux. C'est le biais de confirmation. Et tu as tout à fait raison, hein, Yannick. Tu ne fais pas un raccourci facile en disant voilà, on regarde les sectes et les théories du complot, parce que chez les sociologues et les psychologues, on retrouve exactement, lorsque l'on parle des théoriciens du complot versus les gens qui sont dans des sectes, on retrouve des mécanismes qui sont effectivement très semblables. Beaucoup de gens qui vont, pas tous, hein, il y a toujours des exceptions, mais généralement, les gens qui adhèrent aux théories du complot, ce sont des gens qui en sont à un moment un peu chaotique dans leur vie. Ensuite, ce sont souvent des gens qui, comment je pourrais dire, ils sont isolés, ils sont seuls, ce sont des solitaires, et très souvent, ce sont des gens également qui sont un peu paranoïaques. Donc, on a tous un niveau de paranoïa. Tu sais, je veux dire, si à un moment donné, tu t'arrêtes pas de recevoir des insultes, puis tu reçois des lettres cachées, anonymes, c'est normal que tu vas te poser une question. Y a-tu quelqu'un qui m'en veut? Tu sais? Bon, on a tous un certain niveau de paranoïa qui est finalement est propre à l'instinct de conservation. C'est bien de s'inquiéter des fois, tu sais, parce que ça peut nous maintenir en vie. Mais il y a des gens qui vont dépasser un peu ce niveau-là. Et là, quand tu es rendu que tu n'assistes pas au match de football, parce que quand il y a un caucus, tu penses que les gens parlent contre toi, là, peut-être que tu commences à avoir un problème. Et c'est ça, donc, les gens qui vont adhérer aux théories du complot, on le sait, sur les statistiques, sur les gens qu'on a rencontrés, avec lesquels on a discuté, on constate que les gens qui adhèrent aux théories du complot sont légèrement, c'est pas des paranoïaques, mais ce sont des gens qui sont un petit peu plus inquiets à ce niveau-là. Hein. Ils sont un peu plus réservés, ils croient davantage que les gouvernements pourraient être impliqués dans des manœuvres secrètes, etc. Donc, ils ont un niveau de paranoïa un peu plus élevé. Et ensuite, on retrouve exactement le même mécanisme que l'on a dans les mouvements sectaires. Ces gens-là vont se retrouver, au lieu d'être dans une église avec tous les bras dans les airs ou dans un temple, ces gens-là se retrouvent sur Internet. Ils ont l'impression qu'ils se sont trouvés une famille. Ils font partie d'une unité et ça, c'est rassurant. Donc, je fais partie de ce groupe, comme les gens vont appartenir à une secte, appartiennent justement à la secte. Les gens qui adhèrent aux théories du complot ont exactement également le même bénéfice. Ils ont l'impression que eux bénéficient d'une information qui est extraordinaire parce qu'ils sont éveillés. Hein? Nous autres, le public en général, on est aveugles, on est des moutons, faites vos recherches. Mais eux font partie d'une espèce de mouvement élitiste. Ils ont une information que les autres n'ont pas. Ils sont plus éveillés. On retrouve exactement la même satisfaction dans les sectes. Je fais partie d'une élite, je suis un éveillé et j'ai l'éclairage de mon gourou pour me guider. Alors eux, c'est exactement la même chose. Ils ont l'impression de faire partie d'une cellule qui forme une élite qui sait quelque chose que les autres ne savent pas. Et si tu t'adresses aux théoriciens du complot, leur réaction, elle est à peu près la même que les gens qui sont dans des sectes. Si tu dis, par exemple, non, telle histoire du COVID, c'est la foutaise, si tu vas sur un site Internet et tu te mets à échanger avec des théoriciens du complot, tu vas vite sentir un besoin pour eux de t'éduquer. Ils vont dire, Marceau, t'es un cave, va voir cette vidéo YouTube, puis l'autre vidéo YouTube, puis là, écoute, que serait le monde sans YouTube? Là, ils vont t'en citer un en arrière de l'autre, puis va voir lui, puis va voir lui. Ils ne tiennent pas compte que pour un monsieur X qui dit que le COVID-19 est une invention, tu vas en trouver 100 000 qui disent l'inverse. Mais ils font pas, eux autres, la distinction de ça. Ils vont, va voir lui, va voir lui, va voir lui. Si tu fais exactement la même démarche avec quelqu'un qui est embrigadé dans une secte, il va faire exactement la même chose. Il va te dire que tu as tort et là, soudainement, il va te mettre à t'envoyer des vidéos YouTube ou des dépliants, des documents qui parlent de son gourou. Hein? Va lire ce dépliant, va lire cette brochure. On parle de mon mouvement qui n'est bien sûr pas une secte. Mon gourou, il est extraordinaire. Va voir cette vidéo. Donc, on a une espèce de besoin, entre guillemets, presque apostolique de t'éduquer parce que tu es un ignorant. Et on retrouve ces mécanismes-là à la fois chez les gens qui adhèrent à des mouvements sectaires, autant chez les gens qui adhèrent à des théories du complot. Très intéressant. Donc ta relation était tout à fait fondée. On retrouve exactement les mêmes mécanismes. Et quelque part, hein, les gens qui adhèrent à des théories du complot
comme les gens qui adhèrent à des mouvements sectaires, quelque part, il y a un effet de, comment je pourrais dire, de bienveillance là-dedans. C'est-à-dire que eux, là, le fait qu'ils appartiennent à ce mouvement-là, ou qu'ils adhèrent aux théories du complot, ça leur sert quelque chose, ça les réconforte quelque part en eux. Et on retrouve ce besoin d'être réconforté, que ce soit dans ses croyances spirituelles, ses croyances politiques, ses croyances philosophiques, le fait que le complot ou la secte vient répondre à ce besoin, il y a quelque chose là-dedans qui est bien fait, qui fait un bienfait, qui est apaisant pour la personne qui adhère à l'une ou l'autre. 18h25, on fait une courte pause et on revient. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi soir à notre antenne. On est ensemble jusqu'à 20h ce soir. Merci d'être là. Vous avez des questions? 88-670-9098 par texto. Le sujet de ce soir, c'est croyants versus les sceptiques. On parle maintenant des anecdotes sceptiques. Ouais. Écoute, Yannick, je voulais te dire, on parlait des théories du complot, tout ça. Il y a un autre mécanisme qu'on parle pas assez souvent et il ne doit pas être négligé dans un discours comme celui-là. Et c'est ce qu'on appelle le postmodernisme. Écoute, je suis pas un spécialiste des philosophies, là, mais il faut savoir qu'à partir des années 80, il y a une espèce de mouvement philosophique qui s'est développé, donc qui est assez partagé chez les jeunes, dans lequel ce mouvement-là, c'est de dire il n'y a que le moment présent, l'instantané qui compte. Donc les faits passés, tout ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est faux ou c'est peut-être faux, ça n'a pas d'importance. Ma vérité, c'est la seule vérité qui compte. Et ça, c'est assez troublant comme mouvement philosophique, ce mouvement de postmodernisme où tout est remis en question. La science, la politique, même les faits de l'histoire sont entièrement remis en question. La seule chose qui compte et la chose la plus importante, c'est mon opinion. Et mon opinion, dans le postmodernisme, a exactement la même valeur que celle de n'importe qui. Donc moi, Christian Page, qui connais absolument rien, par exemple, en entomologie, là, sur les insectes, je pourrais te parler des mœurs de la mouche tsetse en période de rut, et mon discours serait, à mon point de vue, tout aussi éclairé que celui d'un entomologiste spécialisé. Donc, c'est un mouvement qui est assez étrange, et il faudrait bien sûr un philosophe pour bien nous l'expliquer, bien le décanter, mais c'est un mécanisme où on remet tout en question, et c'est pas forcément une philosophie qui a, disons, une avenue intéressante. Parce que bon, si tout est faux ou que seule mon opinion est valable, là, à ce moment-là, le discours est absolument inutile. Là. Je veux dire, si tu me dis n'importe quoi, je vais dire, là, Yannick, t'as raison. Ça vient de s'arrêter là. Tu sais, mais c'est de plus en plus populaire et on constate que dans les mouvements, comme les mouvements complotistes, on a de plus en plus de gens qui adhèrent justement à cette philosophie du postmodernisme. Mais bon, on aura sûrement l'occasion d'en reparler une autre fois. Tu sais. Je peux te dire qu'il y a énormément de sceptiques qui nous écoutes. Il y a énormément de complotistes qui nous écoutent présentement. Ouais. OK, on parle des anecdotes sceptiques. Oui, en fait, c'est ça. Notre émission de ce soir, en fait, je vais te la présenter. C'est une entrevue que j'ai faite avec un ami à moi qui s'appelle Mallory Clément. Donc, ne pas vous étonner quand l'entrevue commence. Je pense les 3 premières phrases, je m'adresse à Mallory en disant vous, puis après ça, le vous fait vite place au-dessus, parce que c'est un collègue français qui est un auteur d'un ouvrage sur les hantises et les apparitions. Donc, sa grande spécialité, c'est ces phénomènes de fantômes, entre guillemets. Mais c'est également un fin observateur de tout ce qui se passe sur la scène du paranormal et le discours qui sont tenus par les partisans et les sceptiques. Et il est très, très partie prenante là-dedans. Donc, il est très impliqué. Il échange énormément autour de ça. Et je trouvais que son discours était tout à fait éclairant sur, justement, cette situation parce que je dois t'avouer que je me sens un peu concerné par cette mécanique-là. Parce que beaucoup de gens ici au Québec, quand on parle de Christian Page, les gens me disent « Oui, mais vous, Christian Page, vous êtes un sceptique. » Et là, j'ai un malaise par rapport à ça. Parce que si on discute, par exemple, de façon générale, je te dirais, Yannick, que le scepticisme,
c'est la façon la plus saine d'aborder n'importe quel phénomène, et en particulier les phénomènes paranormaux. Parce que le scepticisme, par définition, ce n'est qu'une suspension du jugement. Hein? Je le sais pas. Hein? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Je le sais pas. Mais je vais suspendre mon jugement en attendant de faire des recherches et voir dans quelle direction les preuves nous amènent. C'est ça le scepticisme. Donc à partir de là, tous les phénomènes doivent être abordés avec cette même situation de scepticisme. Peu de gens savent que c'est également la démarche qui est préconisée en science. Lorsque des scientifiques, par exemple, émettent une hypothèse, hein, supposons, on dit, la Terre tourne autour du Soleil. Imaginons cette hypothèse. L'approche scientifique n'est pas de démontrer que la Terre tourne autour du Soleil. L'approche scientifique, elle est tout à fait sceptique, c'est de dire, voici une affirmation, la Terre tourne autour du Soleil. Donc l'approche, c'est de dire, c'est faux. Et les scientifiques vont travailler à prouver que l'hypothèse est fausse. C'est ce qu'on appelle cette façon de faire. On appelle ça l'hypothèse qui peut être mise à défaut. Et dans cette façon-là, si on arrive après des mois de recherche et de travail en disant on a tout pensé, on a tout vérifié, et là, on n'arrive pas à réfuter l'hypothèse, c'est que ça doit être vrai. Tu comprends? Donc, on agit un peu rétrospectivement à l'affirmation. Et c'est la démarche scientifique. Donc, réfuter l'hypothèse. La Terre tourne autour du Soleil, je vais essayer de te prouver que c'est faux. Et si je n'y arrive pas, je devrais bien admettre que forcément, la Terre doit tourner autour du Soleil. Donc, c'est l'approche qui est préconisée sur le modèle scientifique. Et c'est la façon la plus saine également d'aborder n'importe quel phénomène. Mais pourquoi, lorsque les gens me disent « Mais vous, Christian Page, vous êtes sceptique », pourquoi je me sens mal à l'aise? Je me sens mal à l'aise parce que ce mot de sceptique a été récupéré et il est aujourd'hui, comment je pourrais dire, il est un peu éclaboussé. Hein? On a l'impression que le mot sceptique, c'est également synonyme de personne bornée, qui veut rien savoir, qui a l'impression de tout savoir et que les autres sont toujours à défaut. Et c'est tout à fait vrai que c'est un peu l'aura que le mot a aujourd'hui. Et tout ça, il vient de ce qu'on pourrait appeler les pseudo-sceptiques. Ce sont donc des gens qui se présentent comme des sceptiques, mais dans le fond, ils sont au niveau de la philosophie, ils sont beaucoup plus proches du nihilisme. Rien n'est vrai, les ovnis n'existent pas, les fantômes, c'est pas vrai, ou les gens ont trop bu, ou ce sont des imbéciles, etc., etc. Et là, ces gens-là se définissent comme des sceptiques. Et malheureusement, si moi j'arrive dans ce milieu-là en disant je suis sceptique, j'ai très peur d'être associé à ces gens-là. Et donc, c'est un peu la conversation que j'ai eue avec Mallory. On a justement parlé du rôle que ces pseudo-sceptiques tiennent sur les tribunes publiques et la façon qu'ils ont un peu de travestir ce mot de scepticisme, qui est dans le fond une approche qui est tout à fait saine. Mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on dit avec les sceptiques, là, c'est sûr ça devient un peu inquiétant. Et donc, cette entrevue sera présentée en 2 temps parce que on a été ensemble pendant à peu près 1 heure, on a discuté de cette thématique-là. Et puis donc, aujourd'hui, je vais te présenter les premiers 30 minutes de cette entrevue avec Mallory Clément. Et avant d'aller à l'entrevue, j'ai dit que ça serait le fun un peu je viens de te raconter un peu le truc des sceptiques, puis je me suis dit, ça serait le fun, je vais quand même te raconter 2-3 anecdotes à propos des sceptiques et pourquoi je ne veux pas être associé aux sceptiques. Et là, évidemment, les gens qui nous écoutent ce soir, vous n'êtes pas obligés de prendre ma parole comme étant parole d'évangile. Là. Je vous raconte des événements tels que Christian Page, dans ses bottines, l'a vécu. Tu comprends? Je veux dire, probablement que les sceptiques auront une autre version de l'histoire, mais moi, dans mes bottines, c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est pour ça que je ne veux pas être associé à ces gens-là. Donc, écoute, l'une des anecdotes, puis on en a déjà parlé ensemble, qu'on voit beaucoup circuler sur les médias sociaux et en particulier sur YouTube, c'est une image qui a été tournée il y a à peu près 30 ans, où j'étais dans une émission de radio une émission de télé, avec des sceptiques, une émission à la télé communautaire. T'étais encore tout jeune homme. Oui, tout jeune homme. Écoute, ce sont des images qui datent de 1990 ou 1991. Et là, à un moment donné, je m'insurge, je me lève, j'arrache mon micro, je suis vraiment en tabarnouche.
Et à ce moment-là, donc, il y avait à la table, il y avait un représentant de l'association des sceptiques. Et là, j'ai pété ma coche. Mais pourquoi j'ai pété ma coche? Ben écoute, je te raconte l'anecdote, puis tu faut comprendre un peu mon point de vue. C'est vrai que j'avais la mèche courte à cette époque. Aujourd'hui, si la même situation se reproduirait, puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble, probablement que j'agirais pas de cette manière-là, pas, à tout le moins pas aussi agressivement. Mais voici l'anecdote. Au départ, les sceptiques, puis je parle des sceptiques, je parle parce qu'on a une association au Québec, l'Association des sceptiques du Québec. Et donc, dans cette association des sceptiques, et puis ça se peut que l'association ne soit plus à cette image-là aujourd'hui. J'ai coupé tout contact avec eux dans les années 90. Alors, en 2020, l'association a-t-elle changé? Je ne sais pas, mais en 1990, j'ai dit merci, bye-bye. À cette époque-là, ces gens-là sont toujours à dire, on voudrait bien une preuve qu'un phénomène paranormal existe ou mystérieux, mais on l'a jamais. Alors, voici l'anecdote. On est au tout début des années 90, je mène mes enquêtes à gauche et à droite, et je tombe sur un film à la télé qui s'appelle To Catch a Killer, comment attraper un tueur, et c'est un téléfilm qui raconte l'histoire des policiers qui ont mis le grappin sur John Wayne Gacy, donc un tueur en série américain. On lui attribue 33 victimes, dont 30 ont été inhumées là, sous sa maison, sous son garage, etc. Donc, on l'avait surnommé aussi The Killer Clown, parce que, crois-le ou non, dans ses temps libres, il s'habillait parfois en clown, Pogo le clown, et allait amuser des enfants dans des hôpitaux. Donc, c'est une histoire tout à fait sordide. Et donc, John Wayne Gacy est arrêté à la fin des années 1970. Son règne de terreur, là, s'est maintenu au milieu des années 70. Et dans ce téléfilm, To Catch a Killer, on voit un comédien qui incarne le chef de la police de Des Plaines, parce que cette histoire se passe à Des Plaines, qui est un quartier, en fait une banlieue de la ville de Chicago. Et c'est là que John Wayne Gacy habitait. Et le film, donc, nous présente ce policier, un certain Joseph Kozenczak. Et là, dans le film, on le voit aller rencontrer une médium et qui lui donne un appareil photo qui aurait appartenu à une des victimes de John Wayne Gacy. Mais à ce moment-là, on ne sait pas que c'est une victime, on sait que c'est un adolescent qui a disparu. Et donc, la médium commence à manipuler l'appareil photo et elle dit, voilà, cet enfant, cet adolescent, il est décédé. Puis là, elle donne un paquet d'informations par rapport à l'appareil photo qu'elle tient, mais également en lien avec la disparition du jeune homme et comment il a été assassiné par Gacy. Et éventuellement, toujours dans ce téléfilm, les policiers vont arrêter John Wayne Gacy et bien sûr, il y a une espèce de clin d'œil qui montre toutes sortes d'éléments que la médium avait dit et qui vont s'avérer vrais au cours de l'enquête. Donc moi, je vois ce film, puis je suis un peu surpris de ça. Je me dis, est-ce possible? Alors, j'ai rejoint le policier en question, Joseph Kozenczak, qui à ce moment-là n'était plus chef de la police de Des Plaines. Il était policier, il avait ouvert sa propre agence de détective privé, mais il avait été pendant une dizaine d'années chef de la police de Des Plaines. Et effectivement, c'est lui qui avait mis le grappin sur John Wayne Gacy. Et rappelle-toi, il y a 2 ans à peu près, on avait fait une émission sur Monsieur X. Oui. Et on avait fait entendre un court extrait de ma conversation justement avec Joseph Kozenczak. Ça datait de cette époque. Donc, j'avais rejoint Kozenczak. Il m'avait raconté, tu te rappelles, il avait dit l'histoire qui retrouverait le corps le 30 avril ou quelque chose comme ça, le cimetière Evergreen. Bon, il avait donné tous ces détails-là. Et donc, je parle à Kozenczak au téléphone. On discute de ça, et là, il me confirme effectivement que ce que l'on voit dans le film est assez proche de la réalité, sauf que dans les faits, ils avaient contacté 2 médiums, et c'est pour les besoins du film, on a réduit ça à un seul médium, mais c'est vrai que des informations avaient été données qui étaient de manière tout à fait qualitative. Alors moi, à partir de là, je demande à Kozenczak, j'ai dit, OK, mais est-ce que vous avez gardé des notes de ça? Il me dit, absolument. Toutes les notes, tout ce qui a été dit par les médiums, j'ai consigné ça dans un livre et ça fait partie de mes rapports, tout ça. J'ai dit, est-ce que ces documents-là existent encore? Il dit, oui, absolument. J'ai dit, si on demandait, par exemple, de voir ces documents-là, les comparer avec les archives policières, est-ce que ce serait possible? Il me dit, absolument. Ben, parfait. Alors, écoute, je contacte, inutile de donner le nom, mais je contacte ce monsieur à l'Association des sceptiques du Québec, qui en était le porte-parole à l'époque. Et là, je lui dis, écoute, j'ai parlé avec Joseph Kozenczak. Kozenczak est d'accord pour qu'on mette ces dossiers à notre disposition.
Donc, on pourrait faire ce travail-là et vérifier si les informations fournies par les médiums ont pu vraiment être validées par des rapports policiers. Et là, je te raconte comment je l'ai vécu dans mes bottines, là, hein? On s'entend bien. Ce type-là me répond, crois-le ou non, il dit, bah, tu sais qu'à l'Association des sceptiques, on n'a pas les moyens d'envoyer des lettres ou donner des coups de téléphone, on peut pas faire ça. Ben là, c'est vraiment extraordinaire. C'est beau dire on n'arrive jamais à avoir une preuve, mais tu sais, si t'as pas 5 cents pour mettre un thème pour faire une enquête, ça va pas bien, là. Cette preuve-là, elle n'arrivera pas sur ton bureau tout seul, là, en cognant à ta porte. Bonjour, je suis la preuve que vous recherchez. C'est comme une stupidité. Je dis, ben là, ok, merci, bonsoir. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'ai explosé à la fameuse émission en question. Parce qu'on discutait, et là, à un moment donné, je lui ai dit, ouais, mais c'est bien beau, là, les sceptiques, puis ils sont bien fins, puis ils sont bien beaux, puis un beau leitmotiv, puis c'est énorme, puis on peut pas être contre la vertu, hein, parce qu'à les écouter parler, on est là pour faire la promotion de l'esprit critique et de la pensée rationnelle. Et quand je lui ressors ça sous le nez, il a le culot de me dire à l'écran, « Ah, mais c'est pas ça qui a été dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. » Écoute, j'ai pété ma coche. Tu sais, c'est comme, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Le même individu. Là, écoute, celle-là, elle est bonne, c'est croustillant, là. Le même individu. 1989, une histoire d'OVNI à Sainte-Marie-de-Mont-Noir, on est en Montérégie. Et là, donc, vers 5 heures du matin, on est le 20 novembre 89, on en a déjà parlé à l'émission, donc les gens sont réveillés ce matin-là par des lumières dans le ciel. Et là, un des témoins, parmi les témoins les plus privilégiés, l'un d'entre eux voit des espèces de lumières qui semblent s'élever au-dessus d'une maison du voisinage. Et là, il a comme l'impression que c'est comme, pour reprendre son expression, c'était comme si je regardais un wagon d'un train, là, la nuit, puis que je voyais que les fenêtres d'éclairées. Je voyais pas un objet, mais je suppose que ces lumières-là devaient être accrochées après quelque chose. Et là, il en parle le matin même, il contacte son voisin d'en face, là où il a vu ces fameuses lumières s'élever au-dessus de la maison. Et là, le voisin d'en face lui dit, ben écoute, cette nuit, moi et mon épouse, on était réveillés par des lumières, mais bon, ils avaient une fillette, un bébé qui était très malade à ce moment-là. Et il dit, écoute, comme on avait passé une partie de la nuit debout, quand les lumières ont illuminé la chambre vers 5 heures, on s'est pas levé. On s'est retourné de bord, on s'est dit, c'est qu'est-ce que c'est? Puis comme ça a duré quelques secondes, ça s'est arrêté là. Et là, donc, le voisin de dire, écoute, j'ai vu des lumières qui s'élevaient au-dessus de ta maison. Puis, écoute, ça paraissait que c'est un film de science-fiction. Et puis, crois-le ou non, 48 heures après, notre type, hein, pas celui qui a vu les lumières, mais celui dont apparemment les lumières étaient au-dessus de la maison. Donc, il reçoit des amis à dîner, ils sont autour de la table, ils discutent, et là, ils ont une porte-fenêtre, hein, une porte patio, qui donne sur une espèce d'enclave derrière, un champ qui est en friche. Et là, un des convives dit, mais qu'est-ce qui a fait cette trace-là? Et là, en regardant à l'extérieur, il voit, là, à ce moment-là, on est rendu le 22 novembre 1989. Il y a un champ qui est jauni par l'approche de l'hiver. Il y a même un peu de neige qui est tombée dans le champ au cours des dernières heures. Mais là, il y a un cercle de 20 mètres de diamètre où l'herbe reverdit comme en été. Écoute, le type, il sort avec ses convives, ils s'en vont dans le champ, ils prennent des photos de ça. C'est vraiment incroyable. Il retourne à la maison, appelle sa femme, lui raconte ça. Et tu comprends que comme cette enclave est un endroit où les enfants vont jouer, on se dit, est-ce que le sol a été contaminé? Est-ce que c'est en lien avec ces lumières qui ont été observées 48 heures plus tôt au-dessus de la maison? Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est radioactif? Donc, on est inquiet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on décide de contacter la gendarmerie royale. Ils appellent la GRC se rend sur place, fait des prélèvements à son tour, regarde, il n'y a pas de contaminants, il n'y a pas de radioactivité, il n'y a que cette curiosité. Hein, le champ a reverdi comme en été. Et l'agent de police qui était chargé de cette enquête-là, un agent de la GRC de Saint-Jean-sur-Richelieu, où j'habite, l'agent Antonio D'Angelo, va se rappeler le restant de ses jours de cet événement-là. Hein. Là, toutes les fois, on s'est rencontrés au cours des années. On revenait sur cette histoire-là, puis il me disait, écoute, quand je suis arrivé dans le champ puis que j'ai vu ça, j'ai été renversé. J'avais jamais rien vu de pareil.
Alors, écoute, ce cercle, il est là. Est-ce qu'il est lié à l'OVNI? Est-ce que ce sont des extraterrestres qui ont fait ça? J'en ai aucune idée. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une investigation comme on aurait souhaité le faire. Moi, je me suis rendu sur place. Des gens m'avaient informé de cette histoire-là. J'arrive sur place, je vois le cercle en question. Je me dis, bon, ben c'est vraiment incroyable. Je collige les témoignages des gens. Et je contacte à ce moment-là François Bourbeau, qui est un ufologue de Drummondville, qui faisait un travail relativement sérieux. Donc j'appelle François Bourbeau, je lui dis, écoute, je sais que tu t'intéresses. Moi, je m'intéressais de manière où je m'intéressais aux ovnis, mais j'avais une palette, disons, plus grande, pas que les ovnis. Je m'intéressais aux fantômes, tous les phénomènes étranges et mystérieux. François était beaucoup plus ciblé sur la question des ovnis. Donc je le contacte, je lui raconte cette histoire-là. Et il y a une proposition pour qu'on travaille ensemble. On va faire quelque chose là-dessus. Donc, François contacte l'Université Laval de voir comment on peut procéder à des échantillons. Je reçois un appel de l'université qui me dit comment procéder. Je retourne sur le terrain. Donc, je te fais une histoire courte. Je ramasse des échantillons. J'envoie ça là-bas. Mais évidemment, bon cœur, hein, le cœur sur la main. Je me dis, faut bien que j'informe les sceptiques du Québec quand même. Hein? Donc, j'appelle les sceptiques du Québec et je tombe sur notre même monsieur de l'émission de télé dont j'ai arraché le micro. Là. Donc, je l'appelle, je lui dis, écoute, vous êtes toujours en quête d'événements extraordinaires qui prouveraient que quelque chose d'étrange s'est produit. Ben voilà, on a ce cercle-là. Et là, il me répond, ah, j'ai pas de voiture. Il habite Montréal. J'ai pas de voiture. Le métro va pas jusqu'à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Je connais pas personne qui a une voiture qui pourrait m'amener. Donc, 1001 raisons, finalement, pour pas y aller. Je dis, ah, ben, ok, c'est beau, merci, bonsoir, et puis on passe à autre chose. Des années après, là, on est rendu en 1996 ou 1999. Les années ont passé, là. Et là, écoute, les sceptiques du Québec ont le culot de publier dans un ouvrage qui s'appelle « Y croyez-vous » un article sur cette histoire d'OVNI à Sainte-Marie-de-Mont-Noir. Et là, les auteurs, qui sont Jean-René Dufort et Pascal Forgette, donc deux individus qu'on connaît bien parce qu'ils ont des émissions à la télévision, ces gens-là étaient membres de l'Association des sceptiques du Québec à l'époque, ils vont donc sur place en 96 ou 97, et crois-le ou non, là, j'exagère pas, cette information-là elle est disponible. Les gens qui nous écoutent ce soir peuvent aller se procurer ce livre « Y croyez-vous », vous allez retrouver ça là-dedans. Les deux bonhommes nous disent, écoute, on est allé sur le terrain, on l'a pas vu, nous autres, le cercle. 6 ans après, là. Écoute, là, c'est quand même extraordinaire. Là. 6 ans après, on y va, on voit pas le cercle. T'sais. Et là, ensuite, ils disent, comme on n'a pas vu le cercle, ben, on s'est dit que ça pouvait être du gazon quelqu'un qui avait été répandre le gazon de sa tondeuse à cette place-là. Tu sais, s'il avait vidé sa tondeuse. Ben oui. Le 20 novembre, c'est le voisin qui coupait son gazon jaune, puis est allé le vider là, puis il est redevenu vert. Puis ça a dupé les agents de la GRC. Tu comprends? C'est n'importe quoi, d'une stupidité, mais désarmante. Et après ça, ces gens-là se lancent dans une espèce de critique en disant, quant à cette histoire de Sainte-Marie-de-Mont-Noir, messieurs Page et Bourbeau ont mal fait le travail. Ils ont demandé des analyses sur la chlorophylle et sur l'azote qui était dans le sol, mais pourquoi également ne pas avoir fait une recherche sur la présence de champignons, sur la présence de ci, la présence de contaminants, la présence de ci ou de ça? Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'à l'époque, c'est facile, 6 ans, 7 ans après, de, passe-moi l'expression, chier sur les gens, mais quand ils ont été informés, ils n'ont absolument rien fait. Tu comprends? Et là, tu te dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu sais, je veux dire, c'est un peu comme des espèces d'asticots qui sont sur quelque chose, là, tu sais, qui essaient de dévorer quelque chose. Tu connais l'expression, c'est tellement facile de faire la critique quand on fait rien. Or, ces gens-là, nulle part, si tu lis leur compte-rendu, nulle part ils ne mentionnent qu'au lendemain des événements, ils avaient été informés et que l'un de leurs dirigeants a tout simplement décliné l'invitation de se rendre sur place. Et tu vois, c'est ce genre d'attitude qui est tout à fait inacceptable et c'est pourquoi je ne veux pas être associé aux sceptiques du Québec. Et je te dirais, il y a quelque temps, on l'avait reçu d'ailleurs à l'émission, Danny Plouffe, qui est un physicien, qui était venu à l'émission pour parler des trucs sur les histoires de fantômes, les appareils utilisés par les chasseurs de fantômes. Et Danny Plouffe, à un moment donné, on faisait une émission ensemble,
Et là, Danny, et là, on est aux alentours de 2016 à peu près, 2016-2017, et Danny me dit, tu sais, Christian, lui est membre des Sceptiques du Québec. Alors, il me dit, tu sais, Christian, je lui raconte mes fameuses anecdotes que je viens de te raconter. Puis là, j'ai dit, écoute, puis les Sceptiques, à cette époque-là, j'avais été introduit, j'étais pas membre des Sceptiques, mais j'avais un bon ami à moi qui s'appelait Claude Macduff, qui était un ufologue un peu défroqué, qui avait rejoint, il était allé faire du militantisme chez les Sceptiques, et c'est Claude Macduff qui m'avait amené un peu à côtoyer les Sceptiques. Et ce que j'ai vu, j'ai vu des gens, Yannick, pareil comme dans les milieux des ovnis. Ces gens-là ont des biais. Tu comprends, au départ, là, ils sont convaincus que c'est pas vrai. Fait qu'ils n'ont pas envie de faire une recherche qui prouverait qu'ils ont tort. Ils ont au départ, exactement comme l'ufologue qui arrive sur le terrain et qui se dit « c'est des extraterrestres ». Ben, il ne va chercher que des éléments qui prouvent que ce sont des extraterrestres. Les sceptiques, même s'ils ont... ce sont des humains. J'ai agi pareil, François Bourbois agit pareil, toi tu vas agir pareil. On est tous des humains, on a tous les billets de confirmation, on est tous comme ça, on fonctionne tous comme ça. Donc les sceptiques ont beau dire, oui, nous sommes là pour faire la promotion de l'esprit critique et de la pensée rationnelle. À la limite, ce sont quand même des humains, et comme n'importe quels humains, ils ont le billet, et le billet de confirmation est probablement le plus répandu. Donc au départ, ils partent du principe que tout ça, c'est de la merde. Et là, bien sûr, ils vont s'assurer de trouver que des éléments qui supportent que c'est de la foutaise. Et là, à un moment donné, donc, j'échange avec Danny Plouffe, je lui explique la situation, ses expériences plutôt négatives. Il me dit, tu sais, il dit... ça a bien changé. Maintenant, les sceptiques du Québec, c'est plus ça. Je vois que tu as connu une période sombre, le Moyen Âge, mais ça a bien changé depuis. Ah ben, c'est parfait. Alors, j'ai dit, je ne dis pas. Il dit, tu devrais rejoindre l'association. Tu verrais, là, ça a bien changé. Les gens sont beaucoup plus ouverts. Je dis, OK, parfait. Je vais y songer. Et là, écoute, je regarde. Et je l'avoue, hein, je te fais une confidence, là, Yannick, là. Quand je suis arrivé chez moi, après avoir eu cette conversation avec Danny Plouffe, je vais sur le site des Sceptiques du Québec. Et je vais regarder, peut-être que c'est vrai que ces gens-là ont bien changé depuis. Et là, ce que je vois, c'est que parmi les bonzes de l'organisation se trouve un astrophysicien qui est bien connu pour faire du bashing sur les ovnis au Québec. Si cet individu-là est encore là, il n'a pas été chassé manu militari, tu te dis, ben là, je pense pas que ça a beaucoup changé. Et comme de fait, quelques semaines après, notre astrophysicien membre des Sceptiques se retrouve à la radio et là, il dit, on parlait de ce nouveau programme mis de l'avant par les États-Unis pour enquêter sur les ovnis, c'était en 2017. Et là, il nous dit comme ça, il dit à la journaliste, il dit, vous savez, il dit, les Américains, c'est normal qu'ils enquêtent, il dit, c'est pas la première fois. Et là, il lance comme ça, il dit, vous savez, dans les années 90, l'Europe, sous-entendre la Belgique, là, parce que en l'Europe, il y a eu une vague d'ovnis triangulaires et à ce moment-là, ça correspondait à les Américains qui testaient leurs avions secrets au-dessus de la Belgique. Du caca. Ils n'ont pas d'autres mots, là. C'est de la foutaise, là. C'est du n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a eu une vague d'observations d'ovnis sur la Belgique entre la fin de 1989, je te dirais, et ça a perduré jusqu'en 1991. Les gens décrivaient surtout des objets de forme triangulaire. À cette époque, parce que notre astrophysicien de dire également à la journaliste, les Américains testaient leurs avions. Quoi de mieux que de tester ces avions en secret au-dessus d'une nation amie? Écoute, je sais pas quelles sont ses connaissances en politique, mais c'est d'une stupidité aberrante. Jamais, ça donne quoi de faire des tests comme ceux-là si le pays que tu survoles, qui est ton pays ami, ne peut pas faire des mesures télémétriques. Tu sais, j'ai caché mon avion, tu louais-tu? Tu louais pas? Tu sais, mais c'est d'une stupidité aberrante. Quand la vague belge s'est déclarée, l'OTAN, parce qu'il faut quand même le savoir, hein, la Belgique, c'est le siège de l'OTAN. Donc, l'OTAN a adressé, le gouvernement belge, l'armée belge et l'OTAN ont adressé une demande aux militaires américains en disant, est-ce que il est possible que des vols clandestins du F-117 Stealth Fighter auraient pu survenir au-dessus de la Belgique? Et l'armée américaine avait été claire à ce sujet-là en disant, non, vos ovnis ne sont pas nos F-117 Stealth Fighter.
Et aujourd'hui, on pourrait dire, oui, mais l'armée américaine, il ment, là. Mais aujourd'hui, grâce à la loi d'accès à l'information, on sait exactement où se trouvaient ces appareils. En fait, il y avait une flottille de 59 avions stealth fighter qui formaient l'armada américaine. Et on sait exactement où se trouvaient ces avions. Et ces avions-là, à aucun moment, ils n'ont fait des vols clandestins au-dessus de la Belgique. Alors, pourquoi notre astrophysicien, en 2017, sort-il encore cette histoire-là, qui a été complètement déboulonnée, là? On le sait que c'était pas ça. Ben, tout ça à cause d'un article publié en 1990 dans le magazine Science et Vie. À cette époque, la vague belge en était à ses débuts. On se questionnait sur la présence de ces fameux objets triangulaires. Et là, un journaliste, Bernard Toinel, qui est un spécialiste de l'aviation, avait écrit un article dans le Science et Vie en disant « l'OVNI, c'est lui ». Et par « c'est lui », il désignait bien sûr l'avion F-117 Stealth Fighter, parce que cet avion furtif était de forme triangulaire et il avait des lumières sur ses pointes. Et c'est un peu ce que les gens décrivaient. Le problème, c'est que l'avion furtif F-117 était incapable de faire des vols stationnaires, ce que beaucoup de témoins avaient rapporté, et c'était un avion excessivement bruyant. Donc, cette hypothèse a été immédiatement écartée en disant « c'est pas ça du tout ». Mais l'article, tu comprends, il a été lu par cet astrophysicien et ça a fait son affaire. Tu comprends? Il y a une vague d'ovnis sur la Belgique, puis là, on nous arrive avec une explication rationnelle. C'est pas grave, ça marche pas. Mais c'est une explication rationnelle. Donc on l'achète. Ça doit être bon. Et là, 20 ans après, il nous la ressort encore. Puis, je dis pas qu'il y avait des ovnis extraterrestres au-dessus de la Belgique. Les sociologues, les gens qui se sont penchés sur cette histoire-là, croient qu'il s'agissait probablement d'un phénomène d'hystérie collective. Il y a pu y avoir, au début de la vague, une série d'observations mystérieuses, des avions, n'importe quoi, un dirigeable, et tout ça a alimenté une espèce d'intérêt collectif en Belgique, et plus les journaux en parlaient, plus les gens regardaient dans le ciel, et plus ils voyaient des trucs dans le ciel, plus ils le rapportaient. Donc on croit qu'on était davantage dans une espèce de mécanisme sociologique, une contamination sociale, sans nécessairement faire appel aux extraterrestres. Mais une chose que l'on sait, c'était pas les avions de l'armée américaine. Ça, c'est clair que c'était pas ça. Mais pourtant, on continue de nous le proposer. Et je dois t'avouer, Yannick, quand j'ai entendu cette déclaration, j'ai éliminé la page des sceptiques du Québec dans mon ordinateur. J'ai dit non, c'est définitivement pas pour moi. Christian, on va faire une courte pause et après la pause, tu nous présentes ton entrevue avec Mallory Clément. Absolument. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Notre sujet de la soirée, croyant versus sceptique. Mon cher Christian, tu nous présentes l'entrevue avec Mallory Clément. Oui, et tu vois, les quelques anecdotes que je t'ai racontées, ça montre bien le pourquoi je ne veux pas. Oui, je suis sceptique, mais non, je ne veux pas que les gens m'associent à des mouvements comme les sceptiques du Québec, qui, contrairement à ce que malgré l'appellent leur nom, à mon avis, ne font pas de scepticisme. Et ça, c'est un gros problème et c'est pourquoi cette relation, elle est si difficile et empêche des discours qui sont constructifs. Et c'est exactement le même point de vue que partage également Mallory Clément. Donc Mallory Clément, je l'ai présenté en début d'émission, il est l'auteur d'un ouvrage Hantises et apparitions. Il s'intéresse beaucoup aux phénomènes dits de fantômes et ce genre de trucs. Mais il est également un fin observateur de la scène européenne, de ce qui se fait dans le domaine de la parapsychologie, des phénomènes paranormaux. Et il défend bien sûr bec et ongle l'approche préconisée par les scientifiques, cette approche sceptique à ne pas confondre avec celle de certaines associations sceptiques. Donc voici, première partie de cette entrevue avec Mallory Clément. Mallory Clément, vous êtes un enquêteur autodidacte du paranormal, vous avez une formation en éducateur spécialisé, vous avez écrit récemment un ouvrage sur les hantises et les apparitions qui doit sortir prochainement aux éditions JMG en France, et vous êtes ce qu'on pourrait définir comme un fin observateur de la scène paranormale en France. Nous échangeons déjà depuis un petit bout de temps parce que nous avons à peu près les mêmes visions sur les phénomènes paranormaux, c'est-à-dire une approche ouverte mais en même temps sceptique. Et la difficulté est là, en fait, c'est qu'est-ce que l'on entend exactement par sceptique, parce que c'est une expression, c'est un mot qui a été repris, qui a été galvaudé, qui a été travesti par des associations qu'on pourrait qualifier d'abord de pseudo-sceptiques. Alors, pour le bénéfice de nos auditeurs, essayons de déterminer ce qu'est le scepticisme versus le pseudo-scepticisme. Et
j'ai pu observer au cours des derniers mois de très nombreuses interventions de ta part, justement pour décrier cette façon de faire. Alors, Mallory Clément, quelle est la différence entre le scepticisme et le pseudo-scepticisme? Alors Christian, tu poses une question qui est très juste et qui mérite, de mon point de vue, à être éclaircie. En fait, le scepticisme, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire la suspension de jugement. Et j'insiste bien sur la suspension de jugement, c'est-à-dire qu'on va établir, dans n'importe quelle démarche scientifique, un ensemble d'hypothèses pour essayer d'expliquer le réel. Le pseudo-scepticisme, en fait, c'est un argument circulaire qui consiste de partir de la conclusion et de trouver toutes les excuses possibles et inimaginables pour avoir raison par rapport justement, on va dire, aux tenants des hypothèses dites paranormales ou alors aux parapsychologues, par exemple, de mon point de vue. C'est une belle définition parce que souvent le pseudo-scepticisme est beaucoup plus proche d'une forme de nihilisme. Tous les phénomènes paranormaux sont faux, ça n'existe pas. Les gens qui en font la promotion sont ou bien des escrocs, des charlatans ou des rêveurs. Et c'est vrai pour à la fois les phénomènes dits de parapsychologie, donc la perception extrasensorielle, mais c'est vrai également pour les phénomènes de fantômes, hantises ou encore les phénomènes ovnis. J'ajouterais à cela que moi-même, ici au Québec, j'aurais tendance, selon la définition que l'on s'entend tous les deux sur le mot scepticisme, c'est-à-dire donc une réserve, regardons les faits et essayons de trouver une explication rationnelle s'il y en a une, et acceptons qu'il est possible qu'il n'y en ait pas. Alors que le pseudo-scepticisme, on part d'emblée sur la conclusion que tout ça est faux. Et donc, bien sûr, on fait une espèce de dégraissage, un décantage de l'information dans le but de supporter cette expression. Et c'est devenu à ce point malsain que moi-même, ici au Québec, qui me définis comme un sceptique, je n'ose même pas utiliser cette expression de sceptique parce qu'elle a été abondamment récupérée par les associations pseudo-sceptiques. Nous en avons une ici au Québec qui s'appelle les Sceptiques du Québec. Je sais qu'en France, vous avez le Cercle zététique, vous avez différentes organisations du même genre. Alors, comment on peut se positionner dans ce milieu-là sans tomber dans la catégorie, disons, des croyants et sans non plus être associé au nihilisme sceptique? C'est très simple, en fait. Il faut prendre de la hauteur par rapport à ça, c'est-à-dire que si tu veux avoir une lecture, on va dire, plutôt objective de l'étrange et du paranormal, tu dois lire la littérature, on va dire, la littérature, non seulement la littérature tenante, mais aussi tous les travaux scientifiques sur le sujet. Juste pour une information, les gens qui disent que le paranormal, c'est de la foutaise, et que la parapsychologie, c'est de la foutaise, moi, j'invite tout le monde à taper sur Google Scholar parapsychologie. Vous allez trouver 42 300 résultats. Voilà, je pense que ça se passe de commentaires. Écoute, Mallory, hein, pour te donner un exemple de situation, c'est vrai qu'il y a une espèce de résistance dans les milieux scientifiques par rapport aux phénomènes paranormaux, mais en même temps, il y a une mauvaise éducation auprès des gens de ce milieu-là parce que, je te donne cet exemple, il y a quelques mois, je reçois à l'émission un chercheur, un scientifique, qui a écrit un excellent ouvrage qui s'intitule « Quand le paranormal manipule la science ». C'est arrivé. Voilà. Et son discours, il est tout à fait sensé, c'est-à-dire qu'il explique bien comment des gens du milieu du paranormal vont récupérer une espèce de discours scientifique et comment ils vont s'habiller avec ce discours-là sans bien sûr appliquer les règles de la science pour décanter l'information. Donc, jusque-là, rien à dire. L'ouvrage est parfait. L'argumentaire de Serge Larrivé est tout à fait conforme à une bonne démarche scientifique. Et soudain, au milieu de la conversation, il laisse tomber cette bombe en disant « Vous savez, la recherche en parapsychologie n'a jamais obtenu le moindre résultat. » Alors là, écoute, je suis ébranlé parce que c'est une espèce de bombe que tu dois obligatoirement désamorcer. Et ça nous montre à quel point ces gens-là, même s'ils ont un discours éclairé, ils ont aussi en même temps une mauvaise connaissance de ce qui se fait en parapsychologie.
Oui, parce que en même temps, si tu veux, avant tout, un scientifique, c'est quoi? Tout comme toi et moi, on est des hommes et on est tous animés par des convictions et des biais, tout simplement. Le seul moyen d'éviter les biais cognitifs, c'est de faire de la recherche scientifique et essayer d'avoir des preuves justement pour soutenir nos hypothèses. Le problème, c'est que beaucoup de sceptiques critiquent volontairement les parapsychologues et des gens comme nous en disant vous êtes sceptiques mais pas assez sceptiques, alors que eux, quand on les regarde aussi, si tu veux, au travers de forums, au travers de livres et tout ça, je suis désolé de le dire, il y a également des biais, des déviances et des positionnements aussi qui méritent d'être corrigés. Parce que en même temps, il faut que le débat aussi soit équitable. Je rappelle que comment peut-on se prétendre sceptique alors que l'on fait des ouvrages à charge contre le paranormal? Et c'est même pas le paranormal le bon mot, Christian, ce sont des anomalies. Et ces anomalies, justement, interrogent notre savoir. Et là, je reprends les propos de Serge Larrivé, qui sont quand même étonnants. Il dit dans son bouquin, j'ai regardé la dernière fois une de ses émissions, normalement, les anomalies, tous les scientifiques devraient se pencher sur les anomalies parce qu'ils remettent en cause notre savoir. Donc voilà, les plus grandes découvertes scientifiques, je le rappelle, ont été faites par des chercheurs qui se sont penchés sur des anomalies. Comment on peut se prétendre sceptique en disant que tout ça c'est de la foutaise? C'est ça que j'ai du mal à comprendre en fait, tu vois. Et ce qui était d'autant plus surprenant dans une déclaration comme celle-là, on le sait, il y a Cardena, un chercheur qui s'intéresse beaucoup à la parapsychologie, qui est membre de la société, l'association de parapsychologie. Il a fait, il y a quelque temps, un travail de décantage. En fait, il a fouillé dans la littérature scientifique l'ensemble des articles qui avaient été publiés dans des périodiques scientifiques reconnus qui touchaient le domaine de la parapsychologie. Et il en ressort que de ces nombreux articles, il y a une espèce de consensus positif par rapport au phénomène psy ou de la perception extrasensorielle. Même si on en ignore la mécanique, les recherches montrent qu'il y a visiblement quelque chose sur le plan statistique qui se passe. Et c'est ce que représentait cette méta-analyse faite par Cardena. Et cette étude que Cardena a publiée n'a pas été contestée non plus par les milieux sceptiques ou pseudo-sceptiques. Cardena publie et l'article est soumis au pairs et on accepte son travail parce que il n'y a rien à redire. Il a fait une méta-analyse en suivant les règles de l'art et ses conclusions sont appuyées sur l'ensemble des données. Et malgré l'article de Cardena qui montre bien qu'une méta-analyse sur l'ensemble des publications scientifiques touchant le paranormal sont plutôt positives, on continue d'avoir dans les milieux pseudo-sceptiques cette façon en fait c'est du réductionnisme, de ramener entièrement, faire table rase de tout ce que cette recherche en parapsychologie a présenté comme résultat depuis, si je reprends par exemple le livre de Renaud Évrard, 130 ans, 150 ans de recherche en parapsychologie, on fait table rase de tout ça et merci, bonsoir. On continue sur la vieille lancée qu'il n'y a absolument rien là-dedans. C'est quand même assez décevant de voir qu'on doit continuellement réinventer la roue. Oui, et ce qui est décevant aussi, c'est, si tu veux, je rebondis par rapport à ce que tu dis. Cardella Hetzel, il a publié récemment dans The American Psychologist, un magazine super connu et très, très, on va dire, réputé aux States. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a donc, c'est James Alcock, je crois, qui a écrit un article, c'est James Alcock, donc je pense que ça se passe de commentaires, qui dit, oui, en gros, les parapsychologues, c'est bien, ils ont fait du bon travail, mais de toute façon, ça reste impossible. Waouh! Là, j'applaudis le niveau argumentaire, ça reste impossible. Ça reste impossible parce que ça contredit tout ce que l'on connaît. Mais en fait, non, pas du tout. Ça vient compléter nos connaissances scientifiques. Moi, je suis ravi qu'il y ait des scientifiques aussi qui essayent d'apporter du nouveau dans la science sans tomber dans les pseudosciences et la pensée magique. Hein. La parapsychologie, en fait, tu prends des gens comme Renaud Évrard, comme Thomas Rébéron, tous les parapsychologues, on est des rationalistes, mais on investit vraiment le scepticisme. On essaye de voir si nos connaissances sont complètes. Si elles sont incomplètes, qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout, qu'est-ce qu'on ne connaît pas. Il faut bien saisir aussi que les sciences, à la base, ce sont des croyances qui sont devenues des connaissances et ces connaissances ne sont pas fixes. Les sciences, ce sont la remise en question constante. Et c'est en cela que j'ai du mal à comprendre cette espèce de constipation, excusez-moi l'expression, pseudo-sceptique en disant non, mais ça passera pas quand même. Bon.
Mais en fait, la grande problématique, c'est toujours de se dire que pour les pseudo-sceptiques, la science est devenue un peu comme monolithique. Elle ne peut plus bouger. Les connaissances que l'on a, ce sont celles acquises maintenant et ce seront également les mêmes connaissances dans 20 ans, dans 50 ans ou dans un siècle. Alors qu'on sait bien que la science, les grandes théories de la science, elles ont toutes une date de péremption, et la date de péremption, c'est à partir du moment où on va proposer une nouvelle hypothèse qui va tenir compte de nouveaux éléments et qui vont remettre un peu en question les dogmes établis. Oui, et il y avait également autre chose que disait Renaud Évrard dans le cadre d'une émission, je crois que c'était dans le bénéfice du doute. Il disait que bien souvent les sceptiques disent la charge de la preuve repose sur les tenants d'hypothèses paranormales. C'est un fait. Bien évidemment, pour étayer, on va dire, un discours, il faut des preuves ou moins tout un travail vraiment concis pour apporter de l'eau à notre moulin. Mais par contre, Renaud faisait observer également qu'il y a beaucoup de sceptiques qui se contentent de pseudo-sceptiques, on va dire, qui se contentent de poser des axiomes sans le prouver, tu vois, et c'est là que c'est compliqué. Et il y a un autre élément aussi qui m'agace beaucoup chez les pseudo-sceptiques, c'est en fait qu'ils s'habillent souvent du message qui a été obtenu par, entre guillemets, des croyants. Et je te donne un exemple qui est assez amusant. Prenons la célèbre affaire de Roswell aux États-Unis, cette histoire de soucoupe volante qui se serait écrasée dans le désert de Roswell au Nouveau-Mexique en 1947. Alors, les sceptiques nous disent aujourd'hui, vous savez, cette histoire de soucoupe volante dans le désert de Roswell, ce n'était rien d'autre qu'un projet top secret de l'armée américaine qu'on appelait le projet Mogul. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que oui, effectivement, l'hypothèse dominante aujourd'hui, c'est que c'était effectivement un projet secret de l'armée américaine, le projet Mogul. On espionnait les Soviétiques dans l'espoir de déterminer si oui ou non ils avaient l'arme atomique. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que cette démarche ou cette affirmation ou cette découverte, elle vient du côté des croyants et non pas des sceptiques. Et si on ramène ça à la base, au départ, les sceptiques se sont contentés de dire l'objet de Roswell, ce n'était qu'un ballon météo, comme l'affirmait l'armée américaine dans les années 40. Et puis finalement, ceux qui croyaient à une hypothèse beaucoup plus exotique, donc c'est peut-être une soucoupe volante, on a peut-être récupéré des cadavres d'extraterrestres, donc les gens qui étaient passionnés par cette histoire, les croyants, généralement méprisés par ces pseudo-sceptiques, ces mêmes croyants, donc, ont fait des démarches auprès des autorités américaines. Ils ont même réussi à convaincre des élus au Congrès de faire pression auprès du Pentagone, auprès de l'armée américaine, pour obtenir davantage d'informations. Et ce n'est qu'à l'issue de toutes ces démarches, éventuellement, que le Pentagone a rendu public ses documents sur l'histoire, en disant, c'est vrai, en 1947, on a menti au public, ce n'était pas qu'un vulgaire ballon météo, c'est un projet beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambitieux, qui était le fameux projet Mogul. Bon, bien sûr, cette réponse-là n'était peut-être pas celle qu'auraient souhaité les amateurs d'ovnis et d'extraterrestres, mais néanmoins, la découverte, le fait qu'on ait déterré ce fameux projet Mogul, ce n'est pas grâce à la force des pseudo-sceptiques. Ce sont les croyants qui, finalement, avec leur acharnement, ont réussi à déterrer ces documents. Et aujourd'hui, les sceptiques récupèrent ces informations-là en disant, voilà, ce n'était qu'un ballon Mogul. Oui, mais il faut quand même le dire, c'est parce que des gens ont cru aux extraterrestres et aux soucoupes volantes qu'aujourd'hui, on connaît le fin mot de cette histoire. Et ils ne rendent jamais justice à ces gens-là. Ils récupèrent l'information qui fait leur, si on peut dire, qui fait leur affaire, ils s'en habillent et continuent de mépriser les gens de ce milieu-là qui, avec leur travail acharné, réussissent à gauche et à droite à faire avancer un peu les choses. Oui, et puis aussi, il y a le fait de se passer, je sais pas si tu as remarqué, toujours au-dessus de la personne qui ne, comment dirais-je, qui n'est pas d'accord avec eux. Tout simplement parce que, en fait, tu as d'un côté le sceptique qui est forcément on va dire, dans le vrai, et très rapidement, le tenant et le croyant, alors maintenant, la stratégie, c'est plus de dire qu'on est des imbéciles, c'est d'essayer de convaincre autrement à travers
on va dire une approche moins frontale, et on appelle ça maintenant, c'est l'entretien épistémique, c'est-à-dire qu'on va discuter avec toi, parce que figure-toi que le tenant et le croyant au paranormal ou aux ovnis, maintenant on n'est plus des gens stupides, hein. On est des gens intelligents, mais ça serait à cause de l'évolution qu'on croit en des choses bizarres, tout ça, enfin... Mais c'est à mourir de rire, parce que tu vois qu'à côté on pourrait avoir un débat apaisé et constructif, mais le débat n'est pas apaisé et constructif. Ça fait 160 ans qu'il y a cette prise de tête-là, et elle continue de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus détournée aussi, et c'est assez agaçant de mon point de vue. Alors, je mets pas tous les sceptiques, bien évidemment, dans le même lot, hein, c'est pas ça du tout. C'est qu'à un moment donné... c'est facile de pointer du doigt l'autre, mais à un moment donné, il faut regarder aussi ses propres biais, il faut accepter aussi de pas avoir raison, parce que c'est comment tu peux te prétendre sceptique alors que dans tes bouquins, tout ça, t'apportes des réponses à tout, sans le prouver. C'est extrêmement curieux. Moi, ça va faire 15 ans que je bosse sur ce qu'on appelle les maisons hantées, et vulgairement les fantômes. Je suis pas foutu de vous dire ce que c'est. Je suis pas foutu de dire à tes auditeurs, de te dire j'ai la réponse, ça y est, je sais ce que c'est. Ce que je peux dire, c'est que c'est probablement pas des esprits par rapport à justement à la croyance, la commune. Mais après, c'est une hypothèse qu'on ne doit pas écarter non plus, tu vois. Et enfin, je trouve ça affolant de voir ça actuellement, parce que non seulement sur les réseaux sociaux, c'est la guerre, et franchement, on tombe souvent dans le gore. Après, dans les magazines scientifiques mainstream, on trouve aussi bien souvent des pseudo-sceptiques bien connus, et les journalistes boivent leurs paroles sans aucun esprit critique. Et là, comment dirais-je? Normalement, le boulot d'un journaliste, c'est de retourner à la source et de vérifier un petit peu, de comparer le pour et le contre, tu vois. Et je vois qu'il y a énormément de dérives. Alors, et parlons pas de Wikipédia. Alors là, la cerise sur le gâteau, c'est sur Wikipédia aussi, c'est marrant. Quand on regarde l'ensemble du milieu, Mallory, il faut bien reconnaître que les tenants ou les croyants du paranormal ne se rendent pas service non plus en adhérant à toutes sortes de fantaisies. Parce que on a comme moi et toi et beaucoup d'autres, on se trouve en fait dans une zone frontière. D'un côté, on a ces pseudo-sceptiques qui réduisent tout, rien n'est vrai, et ceux qui en font la promotion sont des rêveurs. Et de l'autre côté, on a tous ces gens, ces croyants, et au Québec, on en a beaucoup. Hein, presque chaque semaine, je parle des chasseurs de fantômes pour lesquels je n'ai pas beaucoup d'estime, mais c'est exactement le même tableau qu'il y a en France, donc des gens qui font la promotion de toutes sortes d'hypothèses tout à fait ridicules, sans jamais s'appuyer sur rien. Ils ne fournissent jamais des preuves de ce qu'ils prétendent. Et là, bien sûr, entre les deux pôles, on peut comprendre qu'il y a une communauté moins bien instruite de ces sujets, comme par exemple les journalistes. On ne peut pas demander aux journalistes d'être des spécialistes du paranormal. Et là, quand on a un discours qui semble, et je dis bien entre guillemets, qui semble plus éclairé venant d'un pseudo-sceptique que celui d'un individu qui, de façon tout à fait ridicule, nous évoque les défunts et tout le reste, une communication avec les morts, les orbes qui ne sont que de la poussière devant la caméra. Bien sûr, on peut comprendre que l'attitude, bien sûr, c'est vrai, c'est le biais d'autorité. Hein? Le pseudo-sceptique semble plus sérieux. Souvent, il va évoquer sa formation académique. Et là, à ce moment-là, on se dit, ce type-là est beaucoup plus sérieux. Donc, c'est le biais ce biais d'autorité. Donc, j'y adhère parce que ça me paraît plus vraisemblable. Mm-hmm. Et il faut bien reconnaître que les gens du milieu, et qu'on pense par exemple à l'Institut métapsychique international en France, que ce soit l'Association de parapsychologie, la Psychical Research en Angleterre, c'est vrai qu'on a l'impression que ces gens-là ne font pas assez pour dénoncer d'un côté comme de l'autre. On voit rarement, par exemple, les gens de l'association parapsychologique ou encore de l'IMI s'en prendre vertement, par exemple, aux chasseurs de fantômes. Et ça, à mon avis, c'est un peu un point faible. Le problème, si tu veux, alors déjà le public de l'IMI, pour qui j'ai beaucoup d'estime, bon, c'est un public qui est un petit peu vieillissant, et ils sont pas trop apparemment sur YouTube et tout ça. Le problème, c'est que les gens qui font de la chasse aux fantômes et tout ça, ce sont des gens qui font du divertissement et non pas de la science. Après, moi, qu'un chasseur de fantômes me dise, tiens, Mallory, j'ai fait ça et tout ça.
franchement, moi, ça me pose pas de problème parce qu'on est dans le divertissement. Mais après, tu as Renaud Effrard et Jean-Michel Abrassard qui ont fait un excellent article. C'est le YouTube, je crois, en tant qu'évacuateur, ou je sais pas trop je me souviens plus du titre, mais critiquer en fait le fait de ne pas donner confiance à des gens sur YouTube. Pourquoi? Parce que on est dans le divertissement. Deux, les gens, en fait, quand ils ont des choses extraordinaires, ils les donnent pas à des spécialistes pour justement dégager toute fraude. Parce que là, on parle vraiment d'honnêteté intellectuelle, tu vois. Et après, il y a beaucoup, pour reprendre, Neil deGrasse Tyson aussi, du bullshit. Hein. Faut être très clair là-dessus. Moi, je suis comme toi, je vais croiser, je ne sais pas de combien de fois le faire avec des gens qui vendaient des orbes, des spirit box, des ghost bidules, des machins qui n'apportent rien. Et pourtant, je soutiens que ces phénomènes existent. Le problème, c'est qu'ils sont élusifs. Et c'est bien là la clé du mystère. Et d'un autre côté, c'est-à-dire, d'un côté, tu as des mauvaises pratiques que dénoncent des Sharon Hill, Ben Radford, et ils ont tout à fait raison. Mais de l'autre côté, tout ça, ça va accentuer cette forme de haine, de rejet de la plupart de la communauté sceptique en disant que vous n'êtes pas crédible. Et c'est bien dommage parce que ça éclabousse tous les dossiers qui sont vraiment béton en parapsychologie, sur les poltergeists, sur les cas de hantise, et j'en passe. Le problème, c'est comment séparer, pour reprendre les propos de Rémi Chauvin, le bon gain de livret. Et on est bien là actuellement. Mais tu vois, à ce niveau-là, il faut donner à César ce qui est à César. C'est-à-dire que Serge Larrivé a tout à fait raison lorsqu'il mentionne ce paranormal qui manipule la science, parce que je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ici au Québec, on avait, avant l'avènement de séries ou d'émissions de télé-réalité du genre Chasseurs de fantômes, qui ont connu énormément de popularité sur les réseaux de télévision américains, on a vu apparaître, il n'y avait absolument au Québec aucun groupe qui s'adonnait à la, entre guillemets, chasse aux fantômes. Et depuis l'avènement de ces séries de télé-réalité, ils sont plus de 200 maintenant. Chacun de ces groupes a bien sûr sa page Facebook, son site Internet, et chacun de ces groupes se réclame en étant des scientifiques. Nous faisons de la science, nous sommes sérieux, et à preuve, nous utilisons de la quincaillerie, des babioles électroniques, alors que entre toi et moi, les babioles électroniques, cette quincaillerie ne sert absolument à rien. On aurait beau donner une calculatrice à un chimpanzé, on n'en fera pas un mathématicien pour autant. Donc ces appareils ne sont absolument d'aucune utilité. Mais c'est vrai que ces gens-là s'habillent avec un discours scientifique très souvent qui trompe les gens. Ils vont même parfois jusqu'à assaisonner le discours en évoquant la physique quantique, qui finalement n'explique absolument rien pour l'instant à ce niveau-là. Donc, on a ici visiblement des gens qui manipulent le discours scientifique pour essayer de nous faire à croire que le divertissement, comme tu le dis si bien, que leur divertissement est de la science, ce que ce n'est pas. Oui, et après aussi, tu as des biais de croyance, si tu veux. Tu sais, au début, quand j'ai commencé à faire des enquêtes, c'est très facile de tomber, on va dire, sur des objets qui vont te confirmer ta croyance, tu vois, et c'est ça le danger. Et très rapidement, moi, tu sais avec quoi je bosse? J'ai un sac à dos, un calepin, une caméra, un dictaphone. Et tout le restant, c'est à mettre à la poubelle. J'ai vu que c'était avec Danny Plouffe, il me semble, physicien, qui disait que toute la cacaillerie, tout ça, c'est pas comme ça que tu vas avoir des preuves. Moi, je fais juste remarquer aussi la dissonance entre tous les cas qui sont observés d'apparition, c'est-à-dire une apparition, tu vois quelqu'un comme toi et moi qui se balade dans un lieu alors que c'est impossible qu'il y soit. Si tu vois le discours de la plupart des chasseurs de fantômes, je dis pas que tous sont des nuls et des incompétents, mais ils doivent répondre, tu vois, à une commande télévisuelle, tout ça. Donc forcément, on est dans le freak show. Et bien souvent, il faut pas se foutre du monde, comme tu dis. Ce n'est pas parce que AK2 clignote et que tu as un pseudo PVE que c'est un fantôme. Tu vois, ça c'est n'importe quoi, c'est intenable. Des allégations extraordinaires demandent des preuves plus qu'ordinaires. Et ça, on l'a bien saisi. On fait tout pour essayer de le démontrer. Seulement, on ne comprend pas la mécanique. Et on a aussi des chasseurs de fantômes qui veulent bien faire. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont aucune connaissance en parapsychologie, ils ne lisent pas la littérature sceptique, et c'est un peu comme si tu donnais à un gamin des jouets,
Et c'est pas bon. Il faut revenir aux sources. Moi, j'ai un immense respect pour les anciens. Bon, excuse-moi, Mireille Thibault et puis les gens qui ont de la bouteille, mais qui ne bossent pas comme ça et qui font aussi tout un travail, on va dire, critique et qui mettent de l'eau au moulin justement par rapport à une meilleure compréhension de ces phénomènes. Là, les chasseurs de fantômes, tu dis bien, en France, on a la même chose. Hein. On a des chasseurs de fantômes qui reconnaissent qu'ils font ça dans le divertissement, d'autres qui veulent bien faire, mais t'en as beaucoup, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est du grand n'importe quoi, et il y a des millions de fans, et dès que tu commences aussi à dire écoutez, là vous vous plantez, faites plutôt comme ci ou comme ça, tu te fais diaboliser aussi, tu te fais jeter dehors en disant que tu es, et pardonne-moi l'expression, un pauvre connard de sceptique et que tu ne comprends rien et que tu n'es pas assez élevé spirituellement. Ça, c'est de la foutaise. Ça, c'est un discours New Age qu'on ne peut pas laisser passer sur le plan scientifique et académique, tu vois. Et je pense qu'on défend la même chose. Parce que dans ces milieux-là, bien souvent, et à faute d'arguments, le fait d'être sceptique devient l'argument. Alors que ça n'en est pas un. C'est que quelqu'un me dise à moi, mais oui, mais toi, Christian Page, tu es sceptique, parfait, mais ce n'est pas un argument. Si on est à débattre de l'existence ou non des revenants, de la validité d'un PVE, donc d'un phénomène de voix électronique, ou que ce soit pour débattre de l'existence des orbes, pour les gens qui nous écoutent, ce sont des espèces de sphères lumineuses qui apparaissent sur certaines photographies et que les amateurs, les chasseurs de fantômes vont attribuer à des âmes errantes. Si les gens me disent des orbes, ce sont des âmes errantes, le fait que je sois un sceptique n'est pas un argument. Il faut démontrer que c'est autre chose que de la poussière en suspension dans l'air ou de l'humidité ou un insecte. Et le fait de dire oui, mais vous êtes un sceptique, ce n'est pas un argument. Et ça, c'est malheureux, ce qui est très malheureux sur les sites de ces chasseurs de fantômes ou des tenants, entre guillemets, du paranormal, c'est malheureusement un discours souvent très, très, très réductionniste que de faire ça. Et malheureusement, on doit continuellement se battre avec ça. Et tu mentionnais, il y a des gens, des chasseurs de fantômes, qui essaient, par exemple, de faire un travail honnête. Moi, ce qui m'étonne ici au Québec, et tu as mentionné un peu plus tôt dans la conversation Sharon Hill, tu as mentionné également Ben Radford, ces gens-là ont bien expliqué dans leurs ouvrages quelle serait la méthode à utiliser. Par exemple, si des gens obtiennent un PVE, un phénomène de voix électronique, avant de conclure qu'on y entend une voix qui dit « Bienvenue à tout le monde », il faudrait le faire entendre à 10, 20 personnes sans leur dire ce qu'ils doivent entendre. Qui plus est, peut-être le faire entendre à des gens dont le français n'est pas la langue maternelle pour voir si eux entendront également la même chose. Et s'il y a à peu près unanimité, on pourra dire qu'il y a peut-être un enregistrement sans pour autant conclure qu'il s'agit de voix de l'au-delà. Donc, il y a une méthode simple qui a été proposée par différents chercheurs et je pense, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer pour ce qui se fait en France, mais je pense à peu près que tous les chasseurs de fantômes au Québec ici sont bien au courant de cette approche qui a été proposée. Moi-même, je ne cesse de la répéter lorsque je suis à la radio et pourtant, malgré cela, aucun, je dis bien, aucun de ces groupes n'ont décidé d'adopter cette approche plus critique. Oui, mais c'est dommage, tu vois, on parle des orbes, t'as l'enquêteur paranormal aussi qui publie au niveau de la SPR, c'est Steve Parson. Il a fait un super travail sur les orbes, et même si on va sur l'ASAP aussi, je suis très étonné qu'il y a des gens qui ne connaissent pas l'ASAP, c'est des vieux briscards aussi, voilà, en Angleterre, qui étudient aussi le paranormal, qui ont une approche sceptique ouverte, c'est-à-dire non réductionniste, mais ils disent attention, là on peut l'expliquer par tout ça. Personne va sur ces sites-là. Il n'y a personne qui a fait un super article sur les orbes pour dire que c'est du bullshit. Voilà, il n'y a pratiquement peu de chasseurs de fantômes. Déjà, j'ai horreur de ce terme-là parce que ça veut rien dire du tout et ça reste comment dirais-je, ça reste très, on va dire, très abstrait comme terme. Il n'y a pas ces compétences techniques, si tu veux. Tu n'as aucun chasseur de fantômes, par exemple, qui va étudier ce qu'on appelle le xénonormal. Le xénonormal, par exemple, c'est un terme qui est étudié par, il s'appelle Maurice Townsend, qui est à la SAP, et qui dit qu'il y a des phénomènes que l'on connaît, plutôt rares, qui peuvent être confondus par du paranormal. Et dans les émissions de chasseurs de fantômes, dans pas mal de cas, pas tous les cas, eh ben, ils sautent dedans, alors qu'on peut l'expliquer sans problème. Mais ça, c'est-à-dire que les gens, qu'est-ce qu'ils font ? YouTube, c'est un moyen de se faire du fric facile maintenant, tu as une communauté, et tu as des gens aussi qui restent dans leur biais de confirmation. Alors que, normalement,
ils devraient, dans chacun de leurs émissions, renvoyer à des sources, et surtout, si tu as des éléments, moi je vois mon métier d'enquêteur paranormal comme ça, c'est que si un jour j'ai quelque chose de lourd sur une vidéo, ou sur, tu vois, un dictat, ou j'en sais rien, tout de suite je vais dans une université, faire ce qu'on appelle, on appelle ça en sciences de la peer review, c'est-à-dire que j'ai ça, moi je vais le donner à des spécialistes et ils vont débattre entre eux pour savoir ce que c'est. Et c'est comme ça que se construit la démarche scientifique, et c'est ce qu'il disait Serge Larrivée. En fait, beaucoup de chasseurs de fantômes, par exemple, on publie sur YouTube. C'est pas faire de la science que de publier sur YouTube, tu vois. Et il est là le problème, c'est-à-dire qu'on commence un truc, mais le truc n'est pas fini. Donc, c'est sujet à la suspicion, une suspicion légitime. Mallory Clément, merci beaucoup pour cette conversation sur le pseudo-scepticisme et quelle est la position actuelle de la recherche sur les phénomènes de hantise et de manifestations dites entre guillemets paranormales. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. 19h47, ce soir on parle d'anecdotes, on parle de croyants et de sceptiques. Dans dans l'avant-dernier bloc, on parlait d'anecdotes sceptiques, je vais réussir à l'avoir, et on vient d'entendre une entrevue avec Mallory Clément au sujet des croyants versus les sceptiques. Ouais, et tu vois, pendant l'entrevue, il y a 3-4 réflexions qui me sont venues, je les ai prises ici en note. Bon, on le constate, autant chez les croyants que chez les sceptiques, pourquoi on n'arrive pas à avoir un discours qui est sain? C'est parce que, somme toute, que l'on soit croyant ou qu'on soit sceptique, la plupart des gens disent « nous voulons la vérité », mais dans les faits, ils veulent avoir raison. Donc, chacun tire la couverture de son côté, et finalement, c'est pourquoi la collaboration, le mariage est si difficile entre les croyants et les sceptiques. Dans l'entrevue, à 2 reprises, on a fait référence, par exemple, à Serge Larrivée, à son livre « Quand le paranormal manipule la science ». Rappelle-toi, Yannick, en septembre dernier, on avait fait cette entrevue avec M. Larrivée. Même si c'est vrai qu'il est un peu réductionniste lorsqu'il vient le temps de parler des travaux en parapsychologie, je ne peux que conseiller son ouvrage, « Quand le paranormal manipule la science ». Vraiment, Serge Larrivée fait des réflexions qui sont tout à fait bien fondées sur la façon dont certains, et j'insiste sur le certains tenants du paranormal ont tendance un peu à faire les coins ronds et à étirer la science ou à évoquer toutes sortes d'hypothèses un peu fantaisistes pour la faire coller à des faits. Donc, même si je mets un bémol sur sa façon qu'il a un peu d'être réductionniste par rapport au paranormal, ça demeure un excellent ouvrage. Et pourquoi aussi on a mentionné Serge Larrivée? Ben, il faut dire, Yannick, que cette entrevue que j'ai faite avec Mallory, on l'a fait juste au mois de mars, donc on était quelques mois après l'entrevue avec Serge Larrivée. Et immédiatement est arrivée l'histoire du COVID-19 et tout a été mis un peu sur la glace, mais à ce moment-là, c'était frais autant dans ma mémoire que dans celle de Mallory. Et ensuite, ben, tu as compris qu'on n'a pas forcément voulu viser au départ les chasseurs de fantômes dans notre discours, mais comme Mallory Clément a écrit un ouvrage qui s'appelle Hantise et apparition, ben, bien sûr, lorsque l'on doit parler de la communauté qui s'intéresse au paranormal, ben c'est celle que côtoie le plus Mallory Clément, c'est celle des chasseurs de fantômes. Donc, ils sont devenus un peu les porte-étendards de toute la dynamique du paranormal dans cette conversation. Christian, il reste à peu près 2 minutes. J'ai des questions des auditeurs. Oui. Je vais essayer de les trier parce qu'il y en a eu énormément, là. Mais est-ce que tu crois encore que lorsque tu étais jeune, l'événement qui t'a fait intéresser au phénomène des ovnis, c'est encore comme tu l'avais perçu à ce moment-là? Bon, d'abord, ça m'a pas fait intéresser aux ovnis. Hein. Ce phénomène-là, je sais qu'il y a toutes sortes de... on l'a tellement raconté, puis des gens l'ont tellement déformé. Cette histoire-là n'a rien à voir avec les ovnis. Hein. Je n'ai jamais mentionné une seule fois de toute ma vie que j'associais cet événement-là aux ovnis. Donc ça, on est clair là-dessus. En revanche, l'expérience aujourd'hui, même si avec le recul, je me dis, j'ai probablement été dupé par mes sens, c'est ce que je pense, mais c'est parce que de toi à moi, Yannick, se faire attaquer par des bonhommes invisibles dans un champ de blé d'Inde, c'est pas possible. Donc, quelque part, mon bon sens me dit, j'ai dû être abusé par mes sens. Néanmoins, le souvenir que j'ai de l'événement, ben, c'est celui que je raconte. Tu vois, cette impression de personnages autour de moi qui m'agressent, les voix que j'entends,
c'est le souvenir que j'ai de l'événement. C'est paradoxal, c'est un peu comme si je te disais, Yannick, tu es allé chez IGA faire ton épicerie et j'essaie de te convaincre que tu n'étais pas chez IGA, mais tu étais au Super C, par exemple. Tu vas dire, ben là, écoute, Christian, si je me ferme les yeux puis je réfléchis, là, j'étais chez IGA. Ben, c'est exactement la même chose. Si je ferme les yeux, je repense à cet événement-là, il est tel que je le décris. Donc, la présence de ces bonhommes, les voix, l'agression, et pourtant, d'autres événements, on en a déjà parlé, hein, des références à des films, tout ça, des événements qui se sont produits dans ma vie par la suite, m'ont amené à me dire, mais si j'avais été abusé par mes sens, mais c'est comme si j'étais face à deux réalités, une qui m'apparaît être la vraisemblable et l'autre qui m'apparaît celle de mes souvenirs. Et je navigue là-dedans, je dois essayer de faire un choix, mais pour moi, cette expérience-là, elle est tout à fait extraordinaire. J'ai l'impression que les gens refusent qu'on puisse changer d'avis sur certains trucs avec le temps. Ah, mais bon, on en a déjà parlé. C'est comme les gens qui me disent oui, mais là, bon, Christian Page, il y a 30 ou 35 ans, a dit tel ou tel truc, puis aujourd'hui, il dit l'inverse. Ouais, mais bon, il y a 35 ans, j'en avais 30, puis 25 ou 30, puis aujourd'hui, ben, j'ai changé parce que j'en ai 57. Ou bien des nouvelles informations se sont ajoutées qui m'ont amené à jeter un regard différent sur ces événements-là. Puis en même temps, ben, il y a l'évolution de l'individu en lui-même. Hein, il y a des choses auxquelles j'ai cru. Puis avec le temps, ben, je n'y crois plus pour X ou Y raison, mais généralement, c'est parce qu'en vieillissant, il y a non seulement la sagesse, mais il y a également il y a une accumulation de connaissances. Hein. Je veux dire, moi, j'ai pas arrêté de m'éduquer ou de m'instruire à 25 ans. Là. J'ai appris plein de choses sur la psychologie, sur la physique, sur la chimie, et avec le regard de toute cette acquisition d'informations, ça me permet de faire un jugement sur des événements avec un recul que je n'avais pas quand j'avais 25 ou 30 ans. On doit quitter les ondes, mon ami. Je te souhaite de passer un beau week-end et on se rejase vendredi prochain. Absolument. Bon week-end à toi aussi. Ciao.